Bonjour et bienvenue au podcast Next Level. Aujourd'hui, deuxième épisode. On a un athlète de renom de notre région. Vous allez le reconnaître. Dès que je vais donner des indices, vous allez le reconnaître. Donc, il détient le record du terrain de golf à Edmundston avec 61. Il a gagné au niveau des championnats juniors atlantiques. C'est un golfeur qui a été joueur de l'année en 2014. Aussi, il a joué NCAA Division 1 en Alabama. Grosse année en 2014 avec, je pense qu'il a gagné la moitié. Donc, sur 14 tournois, il en a gagné 7. Tournée pro récemment. Récemment, déjà quelques années, participé à différents Q-School. Donc, de qui on parle? On parle de Alexandre Bélanger. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. On les remercie de leur générosité. Ils vont être là avec nous pendant toute la première saison. On vous explique tout au long des épisodes qu'est-ce que la Fondation Élan Jeunesse fait pour notre région. Donc, restez à l'affût. On vous en parle tantôt et dans tous les futurs épisodes. Alors, merci Élan Jeunesse. Bonjour Alexandre. Bonjour Claude. Content de t'avoir à mon podcast. On a dit pour le deuxième podcast, ça nous prend quelqu'un que les gens vont être intéressés de savoir un petit peu. Puis comme le golf, on dit que c'est un sport qui est très, très mental. J'ai pensé que tu serais un super invité. Ça fait que on commence ça un petit peu avec ton parcours. Si tu veux nous dire, j'ai décrit un petit peu là, disons ton cheminement ou les points clés, mais juste en gros, tu joues du golf depuis quel âge, puis comment est-ce que tu t'es rendu dans le fond à jouer professionnel? Dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais surtout golf, j'étais surtout hockey, soccer. Quand j'ai eu 11 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer au golf. Assez vite, j'ai commencé à compétitionner. Je te dirais l'année suivante, à 12 ans, j'ai commencé à jouer des tournois. Premier, deuxième tournoi que j'ai joué, c'était à Rivière-du-Loup, puis j'ai gagné le tournoi. Fait que là, c'est là que j'ai vraiment comme pogné la piqûre de dire je veux jouer compétitif. Puis ça commençait à devenir mon sport numéro 1, qui était le hockey avant. Donc, c'est ça. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment joué au golf. Mes parents allaient me porter au golf à 8h le matin. À 5h, ils voulaient venir me chercher, mais je voulais pas. Je voulais rester jusqu'à 8h. De ça à 12-13 ans. À 12-13 ans, je jouais déjà avec des adultes au club de golf parce que c'était un peu compliqué pour les jeunes de jouer le matin, tandis que c'est ça, fait que je pouvais jouer avec des adultes, disons. Fait que ça a été là. Après ça, à l'âge de 14-15 ans, c'est là que j'ai vraiment concentré sur le golf à 100%. J'allais aux États-Unis l'hiver quelques fois pour des camps de golf, des tournois de golf, etc. Parce que c'est à ce moment-là que je voulais me faire voir par des universités, à l'âge de 15 ans environ, pour jouer du golf universitaire. C'est-tu un peu comme la même chose au hockey, disons, là, à cet âge-là, tu veux te faire remarquer, il y a des scouts, etc. C'est-tu semblable ou c'est complètement différent? C'est un peu le même style, sauf que je file qu'au hockey, ils viennent te voir jouer surtout. Ils vont aller dans les championnats mondiaux, peu importe. Tandis qu'au golf, si t'es pas le numéro dans le top 5 au Canada, top 5 aux US, les coachs vont moins te voir, mettons. Fait que c'est vraiment toi qu'il faut qu'ils t'introduisent à l'université, à eux. Dire au coach, regarde-moi cette année, je fais tel tournoi. Puis après ça, ils disent non, on est full pour cette année-là. Parce que des fois, ils sont 2-3 ans d'avance, le line-up full. Fait que c'est là que après ça, ils disent OK, on va aller te voir à tel tournoi. Fait que quand je jouais des tournois à 16-17 ans aux États-Unis, j'avais tout le temps 2-3 coachs qui venaient me voir, qui étaient proches de là. Pour voir qu'est-ce qu'il y en était là. Fait que ça a été des belles années, là. Ouais, ça a été des belles expériences que je vais toujours me rappeler dans le fond. Là. Tantôt, tu as dit, quand j'ai gagné à Rivière-du-Loup, ça a été comme un déclencheur ou... Parle-moi juste un peu de ce feeling-là, puis gagner pour toi, comment important que c'est, puis
sais, là, parle-moi juste un petit peu de ce côté-là, parce que c'est ça qui t'a comme accroché, Ouais. là. Dans le fond, ce tournoi-là, je vais toujours m'en rappeler, puis ça fait déjà plus que 15 ans. Là. J'ai gagné, j'avais 12 ans, puis j'ai gagné dans la catégorie, même overall. J'avais battu tout le monde de 18 ans et moins, dans le fond. J'avais gagné dans ma catégorie, mais aussi complètement pour les 18 ans et moins. Puis le pro de Rivière-du-Loup, dans ce temps-là, son garçon jouait aussi. Je pense qu'il était à la même âge que moi. Puis je l'avais seulement battu d'un ou deux coups. Puis ça a vraiment été comme l'élément déclencheur. Là, comme lui, il était comme le favori, disons, pour gagner. Moi, c'était ma première compétition. Fait que c'est là que j'ai aimé la drive de gagner. Là. Fait que ça a vraiment... Podcast précédent, c'était avec Michael Ward. Il nous parlait un petit peu de lui, quand est-ce qu'il a, mettons, réussi à accomplir certaines choses ou quand est-ce qu'il a monté au prochain niveau. Ça a eu un impact sur sa confiance, de dire « Ah, ben finalement, sais-tu quoi, je pense que je suis peut-être bien capable de jouer à ces niveaux-là. » Est-ce que toi, ça l'a fait un peu ça ou quand est-ce que tu as gagné, ça t'a-tu fait comme « Oh, j'ai battu ce joueur-là, faut croire que je suis capable. » Qu'est-ce que... Plus jeune, c'était surtout, à 12-13 ans, c'était surtout, je voulais tout gagner les tournois que je jouais. Mais je réalisais moins l'impact que je peux être à l'autre niveau. Parce que j'étais encore très jeune, puis au golf, j'avais pas atteint mon plein potentiel. Donc, c'était plus tout le temps que j'avais la mentalité quand même jeune de toujours vouloir gagner le tournoi. J'allais d'un tournoi que c'était des petits tournois à Edmundston, grand show, peu importe, je voulais juste gagner le tournoi. C'était ça mon mindset à ce jeune âge-là. Tandis que quand j'arrivais à plus à 15, 16, 17 ans, que là on jouait des tournois amateurs avec des adultes, puis là j'avais 16, 17 ans, puis je pouvais jouer un tournoi avec quelqu'un de 25 ans qui sortait d'une université Division 1, Division 2, peu importe, puis là je jouais mieux que lui. Fait que là c'est là que j'ai réalisé que ok, je suis capable de compétitionner avec des golfeurs de université Division 1. Fait que c'est tout le temps là qu'on a... Même chose quand j'étais à l'université, là, on commençait à jouer des tournois, des qualifications qui avaient des joueurs professionnels. Puis là, même chose, on battait des joueurs professionnels. Fait que là, on dit, OK, on est capable de monter au prochain level. J'imagine, en tout cas, ça doit jouer sur la confiance de dire, je réalise que je suis aussi bon ou je suis capable de jouer aussi bien que lui, puis il est à ce niveau-là. La confiance, comment important que c'est au golf? C'est tout. C'est 90%. Le mental au golf est 90% du score que tu vas jouer. J'ai joué beaucoup de sports dans ma vie, que ce soit du baseball, du hockey, le golf est vraiment le sport mentalement, pour moi, qui est le plus difficile. Puis beaucoup d'athlètes vont le dire, même des athlètes professionnels qui jouent n'importe quel sport, ils jouent souvent au golf l'été, puis ils disent que c'est un des sports les plus difficiles mentalement. Fait que c'est certain que c'est vraiment, ça joue dans la tête. Là. On va en parler beaucoup au courant du podcast, mais peut-être compléter avec ton parcours, là, si on dit 2014, parle-nous juste de cette année-là, où là, vraiment, là, c'était... Ouais, 2014, je crois que c'était mon année de 16 ans, donc il me restait encore 2 années junior, mais cette année-là, j'ai vraiment... ça a été pratiquement un tournoi sur 2 que je compétitionnais, que ce soit un tournoi de 2-3 jours ou une journée, j'en ai gagné pratiquement la moitié. Ça m'a permis d'aller faire beaucoup de tournois aux États-Unis dans l'hiver. Le champion atlantique m'a permis d'aller à un tournoi en Arizona. J'ai fait des tournois en Floride, 2 tournois en Floride aussi, à cause que j'avais gagné certains tournois en Atlantique. Fait que ça m'a permis que les coachs universitaires viennent me voir jouer. Fait que ça a été vraiment une année que j'étais quand même assez fier de recevoir le golfeur de l'année au Nouveau-Brunswick cette année-là. Là. Avec un recul, plusieurs années après, qu'est-ce que tu dirais, comment t'expliques ou pourquoi tu avais autant de succès à ce moment-là? Probablement parce que la pression était moins grande. Moins d'attente parce que tu es jeune, donc ouais, je présume que mon subconscient se mettait moins de pression. Moins de choses à prouver peut-être. C'est certain que quand tu arrives et que tu es golfeur professionnel et que tu veux faire ça de ta vie, ben c'est certain que là, si tu finis dernier d'un tournoi, ben il n'y a pas d'argent qui va rentrer au bout du tournoi. Tandis que junior, dépenses moins grosses, ben dans le fond, c'était pas moi qui payais. Fait que c'est sûr que peut-être que cette pression-là, puis juste jouer peut-être plus pour m'amuser dans le fond quand j'étais jeune, que ça, moins sérieux faisait que on pouvait plus gagner peut-être. Ben ça, des fois, on le voit même chez les joueurs de hockey ou peu importe. Quand tu es dans le plaisir, puis de jouer, etc., des fois, la pression est moins là, puis tu as plus de succès. Puis aussitôt que
Là, c'est plus sérieux. Là, ça a un impact sur les performances. Ton saut professionnel, qu'est-ce qui t'a motivé à faire le saut? Écoute, j'avais été en Floride un hiver avant ça, puis j'avais un coach là qui m'a suggéré, en voulant dire, tu sais, en français, disons, je le dis en français, il m'a dit qu'est-ce qui t'arrête à tourner professionnel? Je pense que t'es rendu là. Donc, c'est là que c'est l'été 2020, dans le fond, que j'ai commencé. Le COVID était en même temps. Donc, les 2 premières années, ça a été pas beaucoup de tournois, on savait pas si elle allait avoir lieu, etc. Mais ça a été vraiment ça. Puis, tu sais, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, je regrette pas la décision. Je pense que j'ai fait la bonne décision, là. Super. Grosse question, qu'est-ce que ça prend pour atteindre, disons, un niveau professionnel? Qu'est-ce qui sont les... T'sais, au niveau du golf, disons qu'on parle golf, c'est certain que ça prend de la constance. Comme c'est la fait la plus importante. Les tournois, quand tu arrives dans certains circuits, c'est des tournois de 4 jours. Donc, si tu joues mal une journée, automatiquement, à ce niveau-là, à cette heure, tu es pratiquement out du tournoi. Fait que c'est vraiment un sport de confiance, constance. C'est certain que, comment je dirais, il faut certain que tu aies une habileté de golfeur. Que, si tu joues, je sais pas, disons ton average score à ton terrain local et 75-76, qui est très bon pour un amateur, ben ça donne rien d'aller t'essayer pro. Là. C'est vraiment... les professionnels plus vieux le disent, si tu joues pas régulier entre 65 et 70 à ton terrain que tu joues, que tu es membre depuis tout le temps, ça donne pas grand chose à t'essayer professionnel. Parce que les gars jouent ça à tous les jours, à différents terrains qu'ils connaissent pas, plus difficiles, etc. Donc, il y en a des fois qui peuvent peut-être penser qu'ils pourraient jouer pro, mais c'est quand même c'est un next level. Qu'est-ce qui sont les plus gros défis que toi tu as rencontrés dans ce cheminement-là? Je dirais probablement c'est les finances au golf. Là. Je te dirais que j'ai jamais pu le faire full time. T'sais, oui, j'ai passé des 2-3 mois en Floride l'hiver. L'été, travailler une couple de semaines, être parti une couple de semaines, etc. Parce que les dépenses au golf professionnel, je pense pas qu'il y a grand monde qui pense que ça coûte si cher que ça, disons. Là. Puis si tu nous donnes une idée un peu là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, de savoir un peu ce sport-là, c'est quoi la réalité financière qui est associée avec? Disons que j'y vois un gros montant pour une année annuelle. Quelqu'un qui fait juste jouer au golf, donc il paye... Il faut tout qu'il paye. Dans le fond, ses hôtels, ses avions, ses inscriptions, manger, entraîneur... Tout ce que quand quelqu'un normal va en vacances, exemple 2 semaines en Floride, ben nous, c'est la même chose, plus des inscriptions, plus d'autres choses. Fait moi, j'ai jamais fait full-time, mais si je me fie à mes amis Québec-Ontario qui l'ont fait full-time, c'est entre 100 à 150 000 facilement par année que ça prend juste pour tes dépenses. Ça, tu peux-tu te consacrer à juste faire du golf si tu as ces montants-là en banque, disons? Exactement. Si tu as 100-150 000, tu pourrais te consacrer juste à faire du golf, mais ça va juste faire tes dépenses de golf. Donc, si tu as un appartement ou une maison à payer ou un auto ou whatever, j'ai compte pas dans ces dépenses-là. C'est vraiment 100-150 juste pour le golf. Fait que si dans ta vie de tous les jours, tu as besoin d'un autre 30 000 pour vivre, ben ça prend ça aussi. Fait que je te dirais un 150 000, tu pourrais probablement convenir à tout ça par année. Fait que, tu sais, on s'entend que ça fait que, tu sais, quand tu dis ça, ça fait réfléchir, mais toi, comment tu as réussi? Parce que au niveau professionnel, ça fait quoi? 5 ans. 5 ans environ. Comment tu as réussi pendant ces 5 années-là à comme survivre puis participer quand même à des Q-School puis des tournois? Ouais. J'ai été chanceux, j'ai eu un bon commanditaire pendant environ presque 3 ans de Munston. À ce temps, il est décédé, Jean-Paul Ouellette, il y a une fondation Élan Jeunesse qui est encore là présentement, dans le fond. Fait que c'est eux qui m'ont aidé pour une bonne partie de ces 3 ans-là. Après ça, j'ai eu des montants ici et là d'un peu d'autres personnes. Puis moi, je travaillais dans le fond, puis tout l'argent que je faisais, je le mettais dans le golf. Là. Ça a été pas mal ça. Fait que c'est pour ça que depuis 1 an et demi, présentement, je compétitionne un peu moins. Je choisis un peu plus mes qualifications, mes tournois. Fait que c'est sûr que
Quand j'arrive à un tournoi, je suis peut-être moins prêt parce que je n'ai moins joué avant. Mais I guess que ça fait partie de ça. Qu'est-ce qui t'a permis de pas abandonner? Parce qu'au golf, tout peut arriver dans le fond. Fait que, tu sais, je pourrais jouer une journée contre Tiger Woods demain matin, puis je peux jouer mieux que lui. Peut-être sur une stretch de 10 games, je pourrais pas le battre. Mais le golf, c'est vraiment comme. Tu peux arriver là une journée, jouer la meilleure game de ta vie, puis le lendemain, tu retournes jouer, tu joues la pire game depuis 2 ans. Fait que c'est vraiment un sport up and down. Fait que c'est certain que je peux jouer une qualification, puis juste avoir une bonne journée, puis ça me permet de jouer un tournoi sur le PGA Tour, par exemple. Fait que c'est pour ça que j'aime encore faire des qualifications, parce que c'est pas comme au hockey, si t'es pas passé à 20-25 ans, ben au golf, il y en a qui rentrent sur le PGA Tour à 40 ans. C'est certain que c'est tard, mais t'as tout le temps ta chance. Mm-hmm. Fait que toi, tu drives sur l'espoir que ton jour va venir, genre. Ouais, exact. C'est sûr que, comme depuis 2 étés, là, je fais seulement quelques qualifications. Là, fait que c'est certain que j'ai peut-être tranquillement pas mis la croix là-dessus parce que je veux encore compétitionner, puis je veux encore, comme, je suis pas prêt à être un golfeur juste de week-end. J'aime ça, la compétition, puis je pense que je vais en faire toute ma vie. C'est juste que j'ai moins de chance peut-être présentement de monter des échelons parce que je fais moins de tournois. Fait que ça réduit mes probabilités, disons. Okay. T'as-tu une philosophie spécifique ou un mindset spécifique? Ou je sais que tu m'as partagé une citation que tu aimes beaucoup, là. T'as-tu une façon de voir les choses qui est propre à toi, là, disons? Je suis pas un golfeur trop technique. J'ai tout le temps été quelqu'un qui allait un peu feeling. Fait que c'est certain que il y a des fois que j'essayais peut-être trop d'être technique, disons. Peut-être certains golfeurs étaient techniques. Tandis que moi, c'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne. Pour moi, c'est vraiment aller avec qu'est-ce que je file. Que ce soit avant les parties, après les parties. Essayer de tranquillement comme oublier le golf, disons. Là. Style, oui, quand on est là, on joue au golf. Mais si on est une gang en tournoi, ben, le soir, on parle pas vraiment de golf. Essayer de changer les idées parce que c'est un sport qui est assez mental. Fait que, tu sais, je suis un joueur de feeling vraiment. Fait que c'est quand que je joue avec feeling puis je laisse aller comme mon flow qu'on appelle. C'est là que je joue mes meilleures games de golf dans le fond. Okay. Comment tu fais pour rentrer dans ce flow-là? Parce qu'en psychologie sportive, on parle beaucoup de la zone ou du flow. Puis les athlètes veulent être là le plus souvent possible, mais c'est vraiment tough. Toi, comment tu fais pour te placer dans ce flow-là? C'est pas évident, honnêtement, ça arrive. Tu sais, vraiment, être dans un flow en tournoi, ça m'a pas arrivé souvent quand même. Faut pas que tu penses à rien, puis on dirait que tout ce que tu fais va bien dans le fond. Même si tu essaierais de faire quelque chose de mal, on dirait que ça peut pas aller mal. Tu rentres d'une zone, en tournoi, les compétiteurs que je joue avec m'ont jamais fait mention de ça, mais parce qu'on se connaît pas vraiment, mais les gens à Edmundston, quand que je tombe dans le flow, ils m'en parlent après. Là. C'est style qu'on arrive aux 3/4 de parcours, on est style au 14-15, je parle plus. Je suis genre les derniers 3-4 trous, je parle plus à personne, je suis juste comme dans ma zone. Qu'est-ce qui fait que je tombe dans cette zone-là, c'est dur à expliquer. C'est juste comme. Fait que t'as pas une recette, il y a non, pas. C'est juste comme. C'est un momentum, style que t'as un bon début de game, puis le momentum se crée, puis style, tu rides le momentum, puis ça fait qu'à un moment donné, quand ça finit, on dirait que t'es plus brûlé qu'une game normale parce que on dirait t'étais sur l'adrénaline un peu, mais calme parce que c'est un sport calme. C'est quand même dur à expliquer. Ça fait longtemps que j'essaie de l'expliquer. Te souviens-tu d'une partie où tu l'as vécu, ce flow-là? Peux-tu nous donner un petit peu là, du contexte? Ouais, ben disons que je vais prendre ma meilleure game à vie, 61. C'était -12 à Edmundston. On a parlé de mon meilleur score avant ça, 63. On avait parlé de ça au trou numéro 7 cette journée-là. Il y a un des gars jouait avec. Il a parlé de mon 63 qui était, je pense, l'année d'avant. Il avait dit, en tout cas, si jamais que tu bats ce 63-là un jour avec moi, il dit, je vais pouvoir dire que j'ai assisté à ça. Puis j'ai dit, écoute, ça peut arriver comme ça peut jamais arriver, je sais pas. Puis j'avais quand même un bon début de game. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais -4 là, après 7.
ça m'arrivait quand même, pas souvent, mais ça m'arrivait, là, tu sais. Puis, au trou numéro 9, je me rappelle, j'ai fait un eagle. Fait que là, j'ai joué -6 sur le premier 9. Fait que, tu sais, ça veut dire un -4. Sur le deuxième 9, j'aurais égalisé mon 63. Puis, j'ai commencé avec des birds sur les 4 premiers trous. Fait que là, j'étais déjà après 13 égal à mon meilleur score si je faisais des pairs pour terminer. Finalement, j'ai fait quelques birds. Puis, tu sais, je me rappelle encore au 18e, on était 4. Puis, on jouait une game comme un peu 2 contre 2. Puis, après le deuxième coup, au 18, ils ont tous arrêté de jouer, genre. Ils ont tous... le 18 à Munson, c'est que ça... Disons, après ta drive, ça monte pour aller au green, puis tu vois pas le green. Puis, ils ont tous été en haut sur le green pour voir ma deuxième shot. Fait que, tu sais, les autres étaient... Finalement, ils étaient plus contents que moi, on dirait, direct après la ronde. Là. Fait que ça a fini que j'ai fait un birdie au 18 aussi, puis j'ai joué 61. Fait que t'étais tellement dans ta bulle que t'étais déconnecté du moment, genre. Exact. Probablement, je leur ai pas parlé. Oui, on a parlé de ça au trou numéro 7, mais tu sais, c'était pas dans mes idées parce que jouer ce score-là, je veux dire, ça m'est arrivé, ça fait déjà 4-5 ans. Puis, mais probablement, les 4-5 derniers trous, je devais pas parler trop, là. C'était vraiment... C'est ça, c'est dur à reproduire, ce feeling-là. Honnêtement, Edmundston, peut-être, vu que c'est un terrain que je connais bien puis je maîtrise bien, là, ça m'arrive peut-être 1 à 2 fois par année à être vraiment dans le flow comme ça, que genre, je peux pas manquer de coups. Tout est facile, disons. Parce que c'est ça, j'imagine qu'on rentre dans notre tête, puis là, on commence à comme c'est ça qui nous distrait ou qui nous sort du flow. Toi, y a-tu des choses que... un discours interne que tu as eu ou que tu as, qui revient souvent, ou y a-tu de quoi qui vient te distraire là, dans tes pensées? Ouais, disons que je prends le mindset tournoi, disons. C'est certain que des fois, tu as un bon départ. Disons que je sais pas, moi, tu joues un premier 9 de -3. Mais c'est certain qu'en tournoi, j'ai tout le temps eu tendance à penser trop vite au score final. Tu sais, t'es -3 après 9, ben là, tu veux aller jouer -6. Mais des fois, tu le comptes trop dans ta tête, style, puis là, ça finit que tu joues 72, ce qui n'est pas une mauvaise journée, mais tu avais peut-être une journée de 68, 67. Fait que de rester dans le moment présent, c'est l'affaire la plus importante au golf. C'est ça qui est tough. Ouais. C'est pour ça la citation que j'avais nommée, c'était Ben Hogan, c'est un golfeur professionnel, puis lui, il dit The most important shot is the next one, en voulant dire que comme peu importe ce qui arrive avec le coup d'avant, le trou d'avant, c'est qu'est-ce qui est en avant de toi qui compte. Focus sur qu'est-ce qui s'en vient. Exact. Fait que c'est un peu de même dans tout. Là. C'est un peu de même dans la vie de tous les jours, mais au golf, disons, c'est ça. Fait que si tu as fait un mauvais trou ou un mauvais coup, tu peux rien faire, il faut juste tailler pour le prochain. Quand j'évalue les athlètes, on a souvent une grille, là, puis on demande comment bon que t'es à te détacher du moment. Puis dans le fond, c'est ça qui est tough. Mais j'imagine, plus on a cette habileté-là, à se détacher de... Je fais ma boule comme... Je me concentre juste à faire ma boule. J'imagine plus c'est facile d'être dans ce flow-là. 100%. Ouais. Tu as sûrement eu des coachs. Il y a sûrement des personnes qui t'ont influencé. C'est qui les gens que tu pourrais nous dire qui ont eu un impact, qui t'ont aidé à te développer ou qui t'ont aidé à améliorer, que ce soit au niveau technique ou peu importe, là? Disons qu'on va, quand j'étais jeune, j'ai commencé à donner des cours. J'ai pris des cours quand j'avais 11-12 ans. C'était Vincent Guéret à Munson et Véronique Lorquet quand j'avais commencé. Fait que c'est certain qu'en décollant, ils m'ont transmis qu'est-ce que j'autres aimaient au golf, ils me l'ont transmis. Mes premières évaluations, c'était eux autres. Ça a commencé là. Ils m'ont donné les premières techniques, comment faire. Puis je les ai maîtrisées assez vite. Après ça, quand j'ai eu environ 14 ans, là, j'ai commencé à aller faire des camps en Floride avec Louis Melançon de Moncton. Louis Melançon, à cette heure, il est assistant coach pour Team Canada. Probablement dans les meilleurs entraîneurs au Canada. Là. Fait que lui, je faisais un camp de golf avant de commencer l'année au mois de mai en Floride avec lui. J'ai fait ça pendant 3 ans, durant que j'étais à la polyvalente environ, là, c'était âge-là. C'est certain qu'après ça, on se parlait quand même un petit peu dans l'été. On lui envoyait des vidéos où il nous aidait un petit peu à distance. Après ça, quand j'ai tourné pro, ça a été Kevin Tremblay. C'est un gars de La Tempête à Québec. Il est au terrain de La Tempête à Québec. Un des bons entraîneurs au Québec aussi. C'est certain que lui m'a aidé beaucoup à me mettre en confiance. C'est toujours positif. On travaille dans le positif, on n'essaie pas de parler du négatif dans le fond. Fait qu'on améliore, va être plus constant, etc.
Fait que lui, il m'a beaucoup aidé avec ça. Après ça, mentalement, c'est toi qui m'as aidé. Fait que tu m'as aidé pendant 3-4 ans quand j'ai commencé pro et jusqu'à pas longtemps passé. Donc, c'est certain que je pense au golfeur, on l'a dit, c'est 90% mental, 10% peut-être technique. Fait que l'aspect la plus importante, c'est certainement mentalement. Fait que je pense que c'est important que tu aies quelqu'un pour parler avec puis prendre des techniques de comment aborder ça. T'sais, on essayait de répliquer certains scénarios qui m'arrivaient en tournoi, comment corriger ça. Fait que ça a été ça les personnes qui m'ont aidé au niveau de comme golf. Là, Super. Si on en parle de l'aspect mental, qu'est-ce qui est peut-être un truc ou un outil ou une stratégie que toi, que tu as utilisé puis que ça aidait beaucoup? Je me souviens, il y a certaines choses que tu m'as parlé de, mais juste voir un petit peu là, s'il y a des choses que toi, que ça a été important là, dans ton cheminement, ces outils-là ou ces trucs-là. Écoute, des affaires niaiseuses, c'était souvent des affaires niaiseuses qui marchaient le plus, là. Style respiration avant de commencer, respiration avant chaque coup. À un moment donné, on avait décidé une règle de 10 verges, dans le fond. Là. C'était que si tu frappais un mauvais coup, ben, tu avais 10 verges en avançant vers ton prochain coup pour être un peu frustré, disons, choqué. Après 10 verges, c'était reset. La prochaine shot, c'est le coup le plus important. Fait que ça a été des petits trucs comme ça, respiration, garder mon calme. Puis c'est vrai que quand j'étais junior, puis j'avais 17, 18, 19 ans, j'étais vraiment... j'étais facile à être choqué, puis style à vouloir... pas casser des bâtons, mais tu sais, tout le temps frustré un peu de même. Puis quand j'ai fait le show professionnel, c'est là que j'ai vraiment, comme, disons, agi en professionnel. Fait que c'est vraiment... tu sais, j'étais beaucoup plus calme. Tu sais, j'ai joué des mauvaises rondes professionnelles, puis j'ai joué des bonnes, puis après une game, tu pouvais pas nécessairement dire si je n'avais joué une mauvaise ou une bonne selon mon attitude. Là. Fait que tu sais, c'était plus avoir la tête haute, puis le golf, c'est vraiment... c'est montagne russe, fait que ça a été des petits trucs comme ça que je te dirais qui m'a aidé le plus. Là. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. La Fondation Élan Jeunesse a été fondée par M. Jean-Paul Ouellette afin de soutenir les étudiants dans la réalisation de leurs rêves, tout en s'épanouissant dans le chemin menant à leur réussite. Donc, de différentes façons, la Fondation supporte les gens de la communauté, que ce soit à travers des projets parascolaires, culturels, humanitaires, sportifs ou même entrepreneuriales. L'importance de la routine. On entend ça, là, toujours faire la même chose avant un coup, etc. Toi, si tu nous parles de ça, est-ce que c'est-tu vraiment important? Ouais, c'est surtout important en tournoi plus que tu avances dans la ronde. C'est que des fois, exemple, tu as une routine, puis là, ça va mal. Ben, là, tu as envie de pas faire ta routine style. Mais là, ça va juste aller pire probablement. Puis à l'inverse, quand tu joues bien, c'est là que faut que tu restes la même routine. Parce qu'il y a des gens, des fois, tendance, quand ça va bien, ils prennent plus leur temps. Puis là, ça fait inverse. T'sais. Ça va super bien, puis tu es rendu au 15e trou. Puis là, tu décides de prendre plus ton temps. Lire ton putt, ça te prend 3 minutes au lieu de 30 secondes. T'sais. Parce que là, tu veux tellement le faire. Mais ça finit que c'est pas mieux pour ton score. Fait que c'est vraiment la routine importante. Que ça aille mal, que ça aille bien, c'est juste tout le temps faire la même chose avant de frapper. Fait que si toi, tu fais une swing de pratique avant de frapper, ben, quand tu arrives à la fin, fais-en pas deux. Continue toujours avec la même... Peu importe que tu joues bien ou mal, fait que comme ça, t'es dans le même tempo, t'es dans le même beat tout le temps. Là. Super. Toi, es-tu un joueur conservateur ou un joueur agressif ou ça varie? Je suis un joueur agressif 100%. Puis même qu'en tournoi, j'ai déjà été moins agressif. Junior, j'étais vraiment agressif. T'sais, c'était comme... mon nom au Nouveau-Brunswick était que j'étais agressif. J'allais pour tout. Tandis que là, quand j'arrivais universitaire, ça a slacké un petit peu parce que là, c'était des stratégies d'équipe. Là, parce que oui, c'est un score et sport individuel, mais en universitaire, c'était combiné avec l'équipe. Fait que là, il a fallu que je prenne différentes stratégies. Fait que ça a resté un petit peu. Puis je te dirais que les meilleurs games que j'ai joués, c'est tout été en étant agressif. Là. Fait que oui, c'est certain que des fois, il faut que tu joues un peu conservateur, t'as pas le choix. Là. Mais
overall, je vais être agressif. Hein. Puis juste pour que les gens comprennent l'agressif, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Là? C'est pas émotionnellement agressif, mais c'est d'être d'attaque, c'est ça. Exact. C'est comme, tu sais, mettons, pour moi, je sais pas, il y aurait un par 4 de 325 verges avec de l'eau à gauche du green. Donc, tu peux aller pour le green ou prendre un fer puis te mettre dans le milieu. Ça safe. C'est ça. Ben, je vais être le genre de gars qui va frapper le driver puis qui va aller pour le green, tu sais. Mm-hmm. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Des fois, ça dépend. Puis, tu sais, de souvenirs, là, tu dis, je suis bon quand je suis agressif, ou c'est ça mon style de jeu. Mais là, mettons, tu arrives d'un tournoi, puis là, ben, tu as un bon score. Là, ça vient jouer dans notre tête de dire, ben là, il faut peut-être bien je joue safe. Parle-nous juste un petit peu de ça, de dire, tu sais, d'être constant. Non, ça m'est déjà arrivé aussi souvent, c'est que tu as vraiment une bonne game, puis tu arrives sur un trou que je viens de donner comme exemple, puis là, tu te dis, ah non, faudrait pas que je la mette dans l'eau si je joue agressif, fait que tu joues safe avec un fer, puis finalement, ben, tu manques une shot pareil, puis tu fais un mauvais trou, ou peu importe, ben là, ça vient de jouer dans la tête. Ok, j'arrête de jouer agressif, fait que là, c'est tout le temps le penser en arrière. Je t'ai déjà entendu me dire, tu sais, comme cette shot-là, habituellement, je l'aurais joué agressif, puis j'aurais fait telle affaire, tu sais. Puis là, ben, c'est ça, j'ai changé ma stratégie, puis là, ça n'a pas donné le résultat que je voulais, tu sais. Exact. C'est ça que c'est, quand on dit mental, c'est ça, là, tu sais. C'est là qu'après ça, là, ok, t'as fait, exemple, un bogey sur ce trou-là en jouant safe, mais là, tu t'en vas au prochain trou, et là, tu penses, veux pas encore à ce qui vient d'arriver. C'est là qu'il faut que tu fasses le switch de next shot, c'est elle la plus importante. Oublie que ce qui vient d'arriver, c'est fait. Fait que c'est ça le plus dur que au golf. C'est carrément dans le fond, tout le temps revenir à cette citation-là. Ouais, exact. Dans le fond, de resetter au moment présent, puis focuser sur la prochaine shot. Qu'est-ce qui serait ton plus grand défi, toi, personnellement, où tu es rendu présentement, mettons, pour atteindre ton prochain niveau, ou peut-être un défi que tu as rencontré? C'est quoi ton plus gros challenge? Que je veux... Les choses que je veux accomplir prochainement, ou tu veux dire... Ben, ouais, c'est ça. Comme, mettons, en termes de golf, qu'est-ce qui est ton plus gros défi ou la chose que, disons, qu'il faut absolument améliorer pour pouvoir mieux réussir? C'est certain que, disons qu'on parle plus technique, résultat, ben moi, ça a toujours été avec le jeu de fer, là, qui a été tout le temps ma faiblesse un peu. Fait que c'est certain que ça serait quelque chose à améliorer si je veux passer au prochain level, disons. Mon driver, ça a tout été un bon bâton pour moi parce que j'ai tout été quand il y a un qui frappait assez loin, fait que ça, c'est un avantage pour moi. Chipping, putting, ça a tout le temps été un bon avantage aussi que j'avais un bon putter qu'on appelle. Fait que c'est vraiment les fers qu'il faudrait que c'est amélioré au niveau technique si je voudrais peut-être être plus constant, disons. Ça veut dire quoi? Mettons, en termes de... Concrètement, si tu veux améliorer tes fers, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Ouais, disons, c'est pogner plus de green à régulation qu'on appelle. Là. Fait que ça, c'est les fois, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est les poter pour birdie le plus souvent possible. Ben peut-être que moi, je fais 10-11 fois par game, mais il faudrait peut-être que je monte ça à 15-16. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la pratique. C'est encore là, c'est de la constance, puis... je peux être là une journée, mais le lendemain, ça te drabe un peu. Fait que c'est être le plus high. Puis, tu sais, comme quand tu dis pratique, mettons, j'imagine que tu joues pas mal sur le terrain de Moncton régulièrement. Mais est-ce que tu as besoin d'aller pratiquer sur d'autres terrains ça, pour, tu sais, là... Oui, 100% parce que le terrain de Moncton, pour moi, c'est facile parce que je le connais très bien. Je l'ai joué 1000 fois. Tandis que quand tu arrives sur un autre terrain, ok, là, tu connais pas les greens, tu connais pas comment la vitesse, comment ça casse. Plusieurs impacts. Fait que souvent, quand tu joues un autre terrain, tu vas jouer plus safe aussi, moins agressif, parce que là, tu sais pas c'est quoi le danger qu'il peut avoir. L'autre bord du croche de ce trou-là, exemple. Tandis qu'à Edmonton, ben, je suis partout chez c'est quoi les dangers, c'est où faut aller, où faut pas aller, etc. Fait que c'est sûr que quand tu joues un autre terrain, c'est beaucoup plus difficile à t'adapter rapidement. T'sais. Fait que tu sais, j'imagine que c'est ça fait partie des défis de dire, ben, ok, si je veux jouer d'autres terrains, ben c'est des coups différents, c'est le déplacement, puis là, j'ai une job au travers de ça. Fait que j'imagine que c'est pas évident non plus, là, de dire, je veux améliorer ma game, mais faut que je fasse fitter ça
dans ma réalité financière, puis dans ma réalité de travail aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas joué beaucoup de terrain autre qu'en tournoi. Tu sais, oui, j'ai joué. Je sais pas, je serais curieux de savoir comment de terrain j'ai joué dans le monde, mais je n'ai joué gros. Mais c'était toujours que j'arrivais là 1-2 jours avant le tournoi, puis on joue une ronde de pratique, des fois 2, puis là on joue le tournoi. Puis ça, c'est la réalité pour tout le monde. Il y en a que je me suis même vu des fois pas jouer de ronde de pratique, puis jouer un tournoi à cause que on avait 2-3 tournois dans la même semaine, puis on arrivait la veille, puis on jouait le tournoi le lendemain. Là. Mais ça fait partie de la game de Il y en a-tu qui peuvent dire, OK, ben moi, peut-être maintenant qu'on connaît, là, mais tiens, comme je fais une tournée, je fais différents terrains, puis ils font ça comme pas mal à temps plein pendant l'été, disons. Pour aller juste jouer des terrains juste de même pour le fun. Pas en Ben, tournoi. juste pour s'entraîner. Pour s'entraîner, pas vraiment. Okay. Honnêtement, je ne connais pas vraiment. C'est certain que j'ai des chums, disons, à Toronto, que les terrains vont être plus... tu sais, des nouveaux terrains designés. Nous autres, à Edmonton, on a un vieux terrain, disons. Fait qu'on a des grands arbres, c'est ça qui fait la difficulté. Terrain on n'a jamais les pieds plats. Tandis que les nouveaux terrains, tu vas avoir les pieds plus plats, mais tu vas avoir beaucoup d'autres challenges. Style de l'eau, des trappes de sable. C'est designé pour quand même qu'il faut que tu manques au bon endroit. Fait que c'est certain que ça fait de la difficulté qu'on n'est pas habitué à avoir ici. T'sais, en Floride, il y a beaucoup d'eau. Fait que chaque trou, pratiquement, tu as de l'eau. Fait que ça emporte une stratégie. Il faut que tu penses avant de frapper. Tandis que c'est pas comme... si t'es chez un trou, disons, je sais pas, je vais prendre un trou numéro 13 à Edmundston, ben, moi, je peux la frapper directement à gauche, je vais être sur le 14, je peux la frapper directement à droite, je vais être sur le 11. J'ai quand même une shot, là, je peux passer par-dessus les arbres, en dessous des arbres, puis je peux m'en sortir. Mais tandis qu'en Floride, mettons, le terrain général, c'est des maisons à droite, puis c'est de l'eau à gauche. Fait que là, tu peux pas manquer à aucune place. Fait que c'est sûr que quand t'es sur le coup de départ, t'as pas le même mindset que quand j'étais au 13 à Edmundston. Fait que c'est ça qui fait qu'il faut que tu penses à chaque shot. Là. Quand tu joues un autre terrain que t'es pas habitué de jouer ou plus difficile. Là. C'est sûr. Puis là, c'est ça, c'est de t'adapter rapidement. Je pense que tu m'avais parlé aussi, la vitesse des greens. Tu changes de région, c'est pas nécessairement pareil. Gazon, juste le gazon en Floride, c'est pas le même gazon. C'est un gazon très greeny qu'on appelle, donc le grain fait une grosse différence. J'ai beaucoup de chums au Canada qui ont joué en Floride pour la première fois, puis ils peuvent plus chipper carrément parce que c'est pas le même gazon. Fait que c'est toutes des choses qui sont plus difficiles. Fait que c'est pour ça que je dis que quand il y en a qui disent à ton terrain, ton home course, si tu joues pas 65-70 average, ben ça donne. Parce que là, il y a plein d'autres défis. Il y a plein d'autres défis qui s'en viennent. Faut que tu t'adaptes rapidement. Exact. Pas que tu seras pas capable de jouer le même score sur un terrain plus dur, c'est juste la constance. Fait que ça a été ça. Moi, à Edmundston, je joue avec disons, un amateur qui joue 85 qui est beaucoup meilleur que l'average amateur quand même, qui est très bon. Puis je vais jouer avec lui, je vais jouer, je sais pas, 66, puis là, il va dire, ils vont être surpris, ils ont jamais vu ça. Mais des fois, je leur explique que, comme, quand je vois des tournois en hiver en Floride, puis on joue des tournois, tu gagnes même pas à 66, là, t'sais. Puis des fois, tu fais une qualification pour aller au prochain level, puis c'est juste une ronde, puis 66 passe même pas non plus. Fait que c'est ça. C'est quoi ton désavantage, toi? On le sait ici, l'hiver, on n'a pas de terrain. C'est quoi, tu dirais, des avantages par rapport à, mettons, un athlète de la Floride, exemple? Mais c'est certain qu'il joue 12 mois par année. Ça c'est quand même qu'on joue à l'intérieur. Oui, on va jouer à l'intérieur ces écrans, mais c'est pas pareil. Tu gardes un peu la swing, mais c'est pas la même affaire. Fait que ça, c'est une grosse différence, jouer à l'année ou pas jouer à l'année. Après ça, c'est certain que les terrains aux États-Unis vont être designés différents qu'au Canada. Fait que ça, c'est une autre chose que les Américains sont habitués de jouer certains. Au Canada, on n'a pas de tournoi de golf de gros niveau, disons. Oui, on en a dans l'été, mais ça se passe aux États-Unis le golf, comme en Nord-Amérique. Donc, c'est certain que ils sont plus habitués ils sont habitués de pratiquer sur certains terrains que sont prêts pour être au next level, disons. Tandis que nous, on n'a pas ces terrains-là au Canada tant que ça. Là. Fait que c'est tous des petits facteurs qui viennent, mettons, rendre ça encore plus difficile. Exactement, parce que si ça change de 1-2 coups par ronde, ben à notre niveau, 1-2 coups, ça fait une différence. T'sais, nous, comme moi, mon mindset à Edmundston, quand je joue avec du monde, des fois, c'est je veux pas faire de bogey. T'sais, moi, c'est Edmundston,
au niveau jeu, faut pas que je fasse de bogey. Mais tu sais, des fois, les gens comprennent pas ça, pourquoi je veux pas faire de bogey, mais c'est parce qu'à ce niveau-là, comme on peut pas en faire vraiment. Surtout pas comme un terrain que je connais bien. T'sais. Oui, on va en faire. Les Tiger Woods en faisaient à tous les games pratiquement, mais c'est juste qu'il faut que tu te limites à limiter. C'est un jeu d'erreur, fait qu'il faut que tu te limites à moins faire d'erreurs possible. Alexandre Bélanger, dans son prime, au top, à quoi ça ressemblait? Fait que si tu nous décris ce joueur-là là, qui est dans son prime, on le décrit comment? Écoute, confiant, puis quand j'arrive au golf, je le sais qu'il n'y a pas personne qui peut me battre dans le fond. Là. C'est moi qui va gagner, c'est moi qui va être... c'est moi qui va gagner dans le fond. Fait que, il n'y a pas rien qui me dérange. Je vais être confiant que je vais jouer la meilleure game possible, puis ça va être moi qui va ressortir gagnant. Fait que, donc la confiance, c'est un gros morceau. Ouais, c'est ça. C'est quand tu perds confiance. Pas être distrait par whatever. Exact. Puis tu sais, dans une année de golf que j'ai joué complète, tu peux la perdre de 5 fois la confiance puis la regagner 10 fois, tu sais. C'est ça qui est... Tu sais, je me rappelle une couple d'années passées, j'avais... Tu sais, carrément, c'était au mois de mai, début de saison, puis j'étais avec un de mes chums à Montréal, puis on avait une run de 2-3 semaines de tournoi, tu sais, Toronto, New York, Montréal, puis j'avais carrément comme vraiment perdu confiance. Là, j'arrivais de Floride, ça se posait bien aller, mais finalement, il n'y a pas rien qui marchait. Même que j'avais 2 tournois qui s'en venaient la semaine qui s'en venait, puis je voulais canceller parce que ça n'avait pas d'allure. J'ai parti de jouer 70 average à jouer 80. Là, je pouvais, t'sais. Puis là, je me rappelle encore, on était dans l'appartement chez eux à Montréal avant de décoller pour Toronto le lendemain. Puis il était... T'sais, on décollait pour Toronto à 7h le matin, puis là, il était rendu minuit 1h, on était dans son appartement, puis il dit « Ça marche pas, il faut qu'on foutisse quelque chose. » Mais parce que j'étais down, là, mon mental était pas bon. Là. Fait que là, on a juste... Il y avait un miroir chez eux, on a sorti, on a regardé des vidéos YouTube. Fait que j'ai pas dormi trop tôt cette nuit-là, mais le lendemain, on pratiquait à Toronto, puis ça a bien été. Puis j'ai joué le tournoi, j'ai joué des scores corrects, puis j'ai rentré dans le top 20, là. Fait que j'ai fait une bourse, fait que là, ça m'a comme redonné confiance, parce que j'ai parti de 100e position la semaine d'avant à top 20, en dedans de quelques jours, juste à cause que on a regardé des vidéos YouTube, il m'a parlé, il m'a donné quelques petits trucs juste pour tourner à la base, disons. Puis, on est arrivé de Toronto, puis le surlendemain, on jouait une qualification à Montréal pour le PGA Tour, pour aller à la final qualif pour jouer sur le PGA Tour à Toronto. Puis, conditions terribles. Puis, vent, il faisait 5 degrés au mois de mai. Puis, j'ai joué une bonne ronde, puis je me suis qualifié pour aller à la finale à Toronto. Fait que, ça a été un exemple que, en dedans d'un week-end, le switch a fait. Là, je ne pouvais pas casser 80 dans ma tête à jouer 70 dans des conditions difficiles, puis me qualifier pour... Ça a été au plus proche que j'ai passé pour jouer un tournoi sur PGA Tour. T'sais. Fait que ça a été ça. Fait que c'est vraiment... ça peut changer même des deux bords. Mais ce que j'entends, c'est l'importance d'être bien entouré. Tu sais, quand il y a des gens qui t'entourent, puis ça peut faire une différence. Là, ouais. Là. Ouais, parce que ta journée-là, quand on était à Montréal avant de décoller, j'étais plus proche de canceller les 2 tournois qui s'en venaient, puis m'en venir à Edmundston, parce que chaque tournoi nous coûte quand même 1500$. Fait que là, j'étais comme, gars, je vais canceller, je vais sauver ça, parce que anyway, ma game est pas bonne tout de suite. Fait que je vais juste prendre un petit break, pratiquer. Mais finalement, il m'a remis confiance, puis j'ai joué 3 grosses rondes de suite, puis j'avais pas joué ça depuis peu importe le temps, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est la même chose, on parle caddie. Je pense il y en a qui peuvent avoir un caddie, d'autres qui peuvent peut-être bien pas, mais ça fait partie de l'équipe, right? Puis toi, dans ton cas, parle-nous un petit peu de ça. Là, est-ce que toi, tu as eu la chance d'avoir un caddie? J'ai jamais trop eu de caddie, non. J'ai déjà essayé au début. Il y avait certains gros tournois que il y avait des caddies des membres de ce club-là qui caddaient. Encore là, ça occasionnait des frais pareils. Les caddies, ils veulent avoir c'était un 150$ la ronde. Fait que là, je l'ai essayé quelques tournois. Sinon, j'ai eu des chums qui m'ont caddé un petit peu. Puis c'est ça, j'ai pas eu la chance parce que j'aurais pu être des chums, mais là, faut que je les amène à Toronto avec moi une semaine. Puis là, fait que c'est compliqué pour eux aussi. Tu penses-tu que ça fait une différence? Ouais, comme un athlète qui a son caddie, puis
C'est là, en termes de faire partie de l'équipe, etc. Je pense qu'avoir eu un caddie qui m'aurait suivi tout le temps, j'aurais joué mieux. Honnêtement, je pense que j'aurais... Ouais, parce que, veux pas, c'est que t'as quelqu'un à parler avec. Puis tu sais, comme... Entre les coups, quand c'est long, tu sais, des fois, des tournois, on attend 15 minutes sur un trou, etc. Fait que là, tu as le temps de penser à plusieurs choses. Si les autres ne te parlent pas ou si les autres ont un caddie puis ils te parleront pas trop. Tandis que là, si t'as un caddie, ben, tu peux parler de n'importe quoi. Tu sais, on parlera pas nécessairement du golf. Là, on parlera pas du trou qu'on vient de jouer, qu'on a manqué une shot, puis on a fait ça dans l'eau. Tu sais, on dira pas ça. Ça va être parler de n'importe quoi d'autre. On peut aussi bien parler qu'est-ce qu'on mange pour souper, tu sais. Mais ça peut t'aider à pas être dans ta tête, genre. Exactement. Puis là, quand c'est le tour à nous à jouer, là, OK, le caddie en bas, il dit OK, tu sais, une bonne swing, disons l'arbre en arrière du green à gauche, c'est ça le target, bonne swing agressif pour ce target-là, tu sais, that's it, puis tu fais ça. C'est le seul moment que tu vas parler de golf, c'est 30 secondes avant la shot. Mm-hmm. So, tous ces moments d'attente-là, il peut y avoir de l'overthinking, ça peut venir... Mettons, Ah, 100%. 100% en tournoi, c'est ça le plus dur. Des fois, les rounds sont longues, ils vont durer 5 heures, 5 heures et demie. Puis là, t'es comme un peu tout seul. Si tu joues à 3 gars, disons, on est 3 total, puis les 2 autres ont un caddie, ben dans le temps qu'on attend 15 minutes, ils parleront pas trop. Là. Ils vont se parler entre eux autres. Fait que toi, t'es là pendant 15 minutes, puis tu fais rien. T'attends juste, tu sais. Fait que veux pas, tu vas penser à toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, moi, je suis pas un gros joueur de golf, là, mais de rester focus pour un 18 trous, c'est ça qui doit être. C'est 4 à 5 heures focus. T'sais. Puis des fois, il y en a qui jouent du golf en carte. Nous autres, on joue pas en carte, pas le droit. On marche. Des fois, il fait 36 degrés. C'est toutes des choses que rester focus à 20 degrés, rester focus à 35 degrés dehors, c'est pas la même affaire non plus. Mm-hmm. Ça t'épuise plus physiquement. Puis là, veux pas, ça va changer ton mental. Fait que c'est toutes des choses Fait que dans le fond, les gens qui ont la capacité de rester plus focus, plus longtemps, mettons, sont avantagés. 100%. Les gens qui peuvent développer, mettons, cette skill-là ou cette capacité-là, ça fait une grosse différence. Oui, parce que ça va être un sport, c'est dans la tête. Fait que lui qui va être plus fort mentalement. T'sais, au niveau talentueux, que tu prennes moi, que tu prennes un joueur un peu partout, on est tous un peu au même talent. On a tous déjà joué 64. Puis on peut tous jouer 80. C'est juste lui qui va être plus constant pour jouer le plus beau possible pendant ce tournoi-là. T'sais. Fait que souvent, j'ai une question, c'est plus mental ou plus technique. C'est assez évident dans ton cas, mais si tu mettrais, tu m'avais dit, je pense, au début, les pourcentages, j'avais dit 90-10. Ouais. Rendu à mon niveau, c'est ça que c'est, 90-10. C'est certain que... Faut qu'il y ait le talent qui vient backer ça. C'est sûr, quelqu'un qui commence, disons, on prend un golfeur moyen qui joue 90, mettons. Ben, c'est certain que là, lui, il va avoir moins de mental. Mais il va avoir du mental pareil parce que je l'entends souvent dire oh, là, j'aurais pu jouer en bas de 90, puis la première fois, j'ai fait un double dans les trous. T'sais. Fait que veut pas, lui, tout, ça vient le chercher, puis il l'avait compté, puis il savait que ça lui prenait un tel score au dernier pour battre son record, puis il l'a pas fait. T'sais. Mais lui, un peu plus que le 10% parce que selon sa capacité de ce qu'il est capable de jouer. Là, Mais un golfeur de notre niveau qui maîtrise la game et qui joue en bas de la normale, c'est 90% dans la tête. Ton objectif ultime? Bonne question. Ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Écoute, certain que j'aimerais gagner un tournoi professionnel, que ça soit un gros tournoi, un petit tournoi, ça a tout été un de mes objectifs. J'aimerais ça gagner ce tournoi-là, ça a une qualif, disons, qui me permet de jouer un tournoi sur le PGA Tour ou sur un plus gros circuit comme ça. À suivre. Je me souviens... Écoute, ton histoire m'interpelle beaucoup parce que je suis allé à Polyvalente faire une conférence, l'effet Boomerang, puis tu étais dans l'auditoire, tu faisais partie des élèves. Puis je donnais des cartes là, pour dire c'est quoi vos rêves, là, écrivez vos rêves, des choses. Puis tu m'es revenu plusieurs années plus tard, puis tu avais marqué PGA Tour. J'ai encore cette carte-là. Fait que j'aimerais tellement que ça se réalise. Là. Ça fait que c'est le fun de voir en tout cas ton cheminement, c'est le fun de voir ton parcours. Puis je te souhaite la meilleure des chances. Comme tu disais tantôt, il faut garder espoir. Puis ça prend juste. Tu as vu, tu disais tantôt, ça a pris. On peut switcher. Tu sais, là, ça prend juste. C'est pour ça que, tu sais, comme j'ai joué la Coupe Canada cet été, puis j'ai pas bien joué la deuxième journée, mais la première journée, j'ai bien joué. Puis, tu sais, le score que j'ai joué là, si j'aurais joué ça
pour la qualif pour jouer le US Open début de l'année ou le Canadian Open, ben j'aurais probablement joué sur le PGA Tour, tu sais. Fait que Le score, disons, tu sais. T'es à... Tu sais, là... Ouais, c'est vraiment... ça prend une bonne journée, le bon temps. Tu sais, il y en a qui s'essayent pendant 30 ans, puis ça marche pas. Il y en a qui s'essayent pendant 2 ans, ça marche. Donc, c'est un sport que tout peut arriver, puis... Ah, puis t'es encore jeune dans ce sport-là. Ouais, c'est sûr. Fait que... c'est ça. C'est pour ça que, c'est sûr, je joue moins compétitif que je jouais 5 ans passés. Mais, écoute, peut-être que ça va être mieux pour moi, peut-être que ça va mieux marcher. Comment t'envisages l'hiver qui s'en vient? Comment t'envisages la prochaine saison? Y a-tu... Je te dirais que ça va être un peu comme les 2 derniers hivers. J'ai pas été en Floride l'hiver. J'ai vraiment plus fait d'autres choses. Je retourne un peu... Tranquillement, je retourne un peu au mindset que quand j'avais 15 ans, on va dire 16 ans. Genre, faire plusieurs sports, ils disent beaucoup que juste faire un sport, quand on est jeune, c'est pas bon. Mais je retourne un peu à ce mindset-là, c'est que dans le fond, je vais jouer au hockey l'hiver. Oui, je vais jouer au golf un petit peu à l'intérieur. Je fais tout le temps une ride, disons, en Floride quand même, un petit voyage, 1-2 semaines que je vais aller jouer une couple de games de golf. Mais rien de trop sérieux, disons, au niveau de pratique, puis tournoi, commitment, etc., comme que j'ai déjà fait. Puis après ça, ben, même que j'arrive au mois d'avril-mai, ben, je sais que je vais avoir hâte de compétitionner. Là. C'est ça que ça m'a fait les derniers 2 ans, c'est que j'avais pris un break durant l'hiver, puis j'ai hâte. Là, au mois d'avril, le premier terrain qui est ouvert, j'y vais. Là, fait que ça va être un peu ça, je te dirais. Là. Fait que de cultiver la passion, puis d'avoir cette drive-là, ça peut faire une différence. C'est sûr, parce que les derniers 10 ans, j'ai joué du golf pratiquement été comme hiver. Fait que veux pas, tu viens pas tanner, là. Je pense pas que je vais être tanné du golf, mais un peu que juste arrêter de la compétition un petit peu, être prêt à recommencer. Je pense que pour moi, c'est quoi qui est bon, disons. Pas un impact dans le mindset, exact. Dans la motivation. Si tu avais à donner des conseils ou, tu sais là, s'il y a des jeunes golfeurs qui nous écoutent, ou même des personnes avec plus d'expérience, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire là, par rapport à tout pour atteindre ce niveau-là, dans le fond, là, qu'est-ce qui est important? Mais disons, pour les jeunes, c'est de pas lâcher, dans le fond. Moi, je viens d'Edmundston, on n'a pas une grosse population, on n'a pas plein de choses que d'autres places ont, dans le fond. Puis, je me suis quand même rendu à un certain niveau. Fait que si je l'ai fait, je te dirais que d'autres mondes peuvent le faire. C'est certain que ça prend une grosse pratique quand t'es jeune, comme j'ai dit tantôt, de 11 ans à graduation de polyvalente. J'étais au golf tous les jours, là, j'ai joué des 2-18 par jour, c'était une journée normale, plus pratiqué au travers, j'étais toujours au terrain dans le fond. Puis quand tu regardes les histoires de certains gens sur le PGA Tour, comme Tiger Woods par exemple, ben c'était la même chose, tu allais au golf à 7h, puis tu allais à 7h le soir. Fait que je pense que dans le fond, quand t'es jeune, faut que tu joues au golf. Faut pas trop que tu te casses la tête, je pense, à je fais-tu bien ça ou je devrais-tu jouer moins. Il faut juste jouer au golf. Parce que ton développement n'est pas fait quand même, fait que faut que t'aimes ça. Moi, mes parents m'ont jamais poussé à dire OK, faut t'aller pratiquer, faut t'aller au golf. Comme, ils m'ont jamais dit cette phrase-là de ma vie. C'est moi qui voulais y aller puis qui voulait pas s'en aller. Tandis des fois, on voit les parents que les jeunes ont 12-13 ans puis ils sont trop comme. Ils veulent plus que l'enfant dans le fond. Fait que je pense que moi, c'est ça qui a été bon pour moi, c'est que c'est tout le temps moi qui demandais d'aller au golf. Ta motivation était vraiment interne. Interne, puis tu sais, mon père finissait de travailler à 5 heures, puis il disait OK, je te ramasse pour aller à la maison, puis je voulais pas. Non, je m'en vais pas à la maison. Fait que tu sais, c'est vraiment, ça venait de moi. Fait que ça, c'est une bonne chose, je pense, quand ça vient de toi. Fait que si le jeune veut vraiment aller au golf lui-même, ben, je pense qu'il peut faire de quoi avec ça. Puis je le vois, Edmundston, c'est juste que des fois, les jeunes ils vont commencer un petit peu plus tard à se développer. Mais on a quand même des bons golfeurs à Edmundston. Puis je le vois, j'ai coaché la polyvalente l'année passée. Puis il y avait 3-4 jeunes qui commençaient juste à compétitionner. Puis il y a un potentiel. C'est sûr, le gap entre, disons, être bon junior, puis être bon amateur, puis être bon professionnel, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Il y a un gros gap, mais c'est possible pour tout le monde. Puis les amateurs avec plus d'expérience, eux autres, ben, tu sais, c'est. Disons, même s'ils jouent 85, disons, ils vont en faire des doubles et des triples, mais c'est juste. C'est minimiser les erreurs, dans le fond, qui est le plus difficile puis qui est le plus important. C'est que tu vas faire des mauvais coups à chaque game pour le reste de ta vie. Tu sais, je joue 65 puis je vais
je vais avoir fini de jouer, puis je vais me dire dans ma tête, hey, j'aurais pu jouer 63, tu sais. Qu'au j'ai manqué 2 potes de 5 pieds, mettons. Ben, c'est la même affaire pour moi aussi que l'autre. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut juste que tu continues, puis que il va arriver ce qui va arriver. Là. Alexandre, merci. Vas-y. C'est vraiment intéressant là, un peu de voir ton parcours, ton mindset, les défis qui sont encore là un peu présentement. On te souhaite la meilleure des chances.